Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons dans l'autre direct la maire PCF de Vénissieux, Michèle Bicard. Bonjour Michèle Bicard. Bonjour. Gérard Collomb vous a récemment demandé d'arrêter de construire 50% de logements sociaux dans votre ville. Clairement, aujourd'hui, quels sont les chiffres de la construction de logements sociaux à Vénissieux? D'abord, Gérard Collomb ne m'a rien demandé parce que pour me demander quelque chose, il faudrait qu'il me voie. Et donc, vu qu'on se parle par presse interposée, ça serait bien qu'on puisse, sur des gros sujets, comme je le fais avec tous les partenaires, quels qu'ils soient, les bailleurs, la police, le procureur, avoir un échange sur les gros dossiers de la ville assez régulièrement. Voilà, la première chose. C'est ça. Après, il fait un état de la métropole avec le logement social et il parle de Vénissieux, uniquement de Vénissieux. Donc, moi, ce que je souhaite sur la ville, c'est continuer de travailler comme nous l'avons toujours fait. À un moment donné, nous sommes maintenant à peu près à 49,9% de logements sociaux sur la ville de Vénissieux. Et alors, je comprends que M. Collomb veuille mieux répartir sur l'ensemble du territoire. À un moment donné, il y a aussi un principe de réalité. Nous avons des habitants. Et nous avons des habitants et nous travaillons avec ces habitants et avec les bailleurs. Et pour avoir tout type de logements sociaux, ça va de l'accession sociale, ça va du PLAI, PLUS, etc., pour à un moment donné aussi que les habitants puissent avoir un parcours. Nous avons 3000 demandes de logements sociaux sur la ville de Vénissieux, 1000 sont satisfaites. 70% sont des Vénitiens. Par an, c'est ? Par an. D'accord. Donc, à un moment donné, il y a une vraie demande. Donc, il faut bien répondre à cette demande. Donc, mais en même temps, le logement social, quand on parle du logement social, de mixité par exemple, à un moment donné, 70% des Français sont éligibles au logement social. Si vous construisez par rapport à la demande, forcément, il y aura la mixité de fait. Et quand on parle de mixité, on parle de quelle mixité? Sociale, culturelle. Et quand on parle de mixité, moi je crois qu'il faut aussi parler de commerce, d'équipement public, d'industrie, d'activité, etc., etc. Donc ça va au-delà du logement. Ah bah oui, une ville ne se construit pas uniquement sur un chiffre, sur un seuil de logement. Par contre, quand on travaille sur le PLUH, parce que nous travaillons actuellement sur le PLUH. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le PLUH? C'est le plan d'urbanisme, on a rajouté le H avec l'habitation, donc le logement. Voilà. Donc, vous construisez une ville avec les équipements publics, les réserves foncières sur 15 ans, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui comprend, qui englobe tout un écosystème finalement. Tout à fait. Vous avez besoin d'espaces verts, vous avez besoin d'équipements, vous avez besoin de logements, de logements différents, vous avez besoin d'activités, d'industrie, etc. Donc à un moment donné, moi je rappelle d'où on vient. En 2005, il n'y a aucune grue sur la ville de Vénissieux. Il n'y avait pas d'attractivité. Effectivement, à un moment donné, là, depuis 2005, ces dernières années, on a construit 1000 logements par an. Donc, forcément, il y a une accélération. Maintenant, dans le prochain PLUH, il faut qu'on maîtrise un peu plus. Par exemple, vous avez des pavillons qui se vendent. Ils se mettent d'accord, 2-3 pavillons, ils se vendent, et vous avez un promoteur. Donc, il faut qu'on construise la ville avec tous, avec les promoteurs immobiliers, avec les bailleurs, etc. Donc voilà ce que nous voulons faire, c'est maîtriser à peu près avec 400 logements par an. Et on nous annonce 100 logements sociaux sur les 400. Imaginez qu'on n'arrive pas suffisamment, ça fait 25%. Et imaginez qu'on n'arrive pas à que les 400 logements soient dépassés. Mais les 100 resteraient. Donc au bout d'un moment, ben, vous avez de moins en moins de logements sociaux. De moins en moins d'offres. Et la demande, elle sera toujours là. La même. Et je rappelle que c'est des habitants, ils habitent ici certaines fois depuis 10 ans, 20 ans. Vous n'allez pas à un moment donné les emmener à Couson-Mont-d'Or parce qu'il faut les 25% là-bas. Est-ce que ça ne pose pas problème de concentrer toutes les inégalités dans certaines villes de la métropole lyonnaise? Mais encore une fois, si on construisait, au moins construira de logements sociaux, au plus vous aurez que les plus défavorisés. Alors que si vous construisez du logement social et tout type de logement social, vous répondez aussi… la diversité de logements. Mais tout à fait. Et c'est ce que nous faisons depuis déjà longtemps sur la ville de Vénissieux. Est-ce que vous avez une concertation métropolitaine là-dessus avec les autres villes pour répartir au mieux la demande de logements sociaux dans la métropole? Est-ce que ça s'est organisé? Oui, il y a des discussions. On sait qu'il y a des villes qui ne respectent pas la loi SRU. Et on sait, et ça me semble logique, que le président Collomb veuille à un moment donné mieux répartir, et des villes qui ont très peu de logements sociaux, il y en faut aussi.
Il en faut parce qu'ils ont aussi une demande. Donc moi, ça ne me gêne pas que l'État et le président Collomb se disent la priorité du financement ira aux villes qui ont peu de logements sociaux. Mais en même temps, des villes qui en ont, et les gens habitent là, et ils ont besoin de... immédiat, ça, oui. Et bien, vous allez leur dire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va détruire des logements sur les Maguettes, au niveau du PNRU, etc., de l'ANRU, dans le grand projet de ville. Vous comprenez bien que si on ne reconstruit pas ces logements sociaux là, vous allez dire aux gens, il faut aller ailleurs. Ça fait 10 ans qu'ils habitent là. Moi, je pense que l'habitant, il est aussi lié à sa ville. Je vais être obligé de vous couper, on arrive au bout de ces 6 minutes, mais comme on est sur YouTube, on peut continuer un peu derrière. Nous, on va dire au revoir aux téléspectateurs de TLM, merci de nous avoir suivis, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. On est toujours ensemble, sur YouTube, du coup, sur le site de Lyon Capitale. Vous avez parlé d'urgence sociale à Vénissieux. Aujourd'hui, là, on a parlé de construire tout type de logement. Comment faire pour s'en sortir, pour qu'une ville de Vénissieux s'en sorte? Ils se sortent de quoi? Se sortent de, comme on a dit tout à l'heure, de cette accumulation d'inégalités, ce dont on parlait. Mais à un moment donné, vous croyez qu'une ville, toute seule, en petit village gaulois, elle va sortir de quoi que ce soit? Mais justement, on parlait de collaboration à un moment donné, aussi. Non, moi je parle du gouvernement, je parle d'emploi, je parle d'industrie, parce qu'on a désindustrialisé la France, et à un moment donné, Vénissieux, qui était une ville très industrielle, a été marquée par ça. Donc à un moment donné, on ne peut pas envoyer la patate chaude vers un maire en disant Vénissieux, il faut que ça s'en sorte. Non mais attendez, c'est pas toute seule, au plus nationalement, il y a du chômage, au plus des villes populaires comme les nôtres en sont touchées. Est-ce que vous avez entamé une reconversion justement de l'économie locale, passer de l'industrie à peut-être d'autres formes d'entreprises? Bien évidemment, quand vous avez 3000 entités sur la ville de Vénissieux, en comptant les commerces, ça va des très grosses entreprises, ça va des entreprises innovantes, des entreprises, il y a 2000 salariés, puis des entreprises où il y a 1 ou 2 salariés. C'est très divers. Il y a une attractivité. Il y a une attractivité aussi. Il y a des entreprises qui s'en vont, mais il y a aussi des entreprises qui restent, qui se développent sur la ville de Vénissieux. Et heureusement. Vous avez par exemple le laboratoire Carso qui était installé sur Gerland. Quand ils sont venus me voir, ils étaient à peu près à 500 emplois. Quand ils sont arrivés sur la ville de Vénissieux, à l'ouverture déjà, en 6 mois, ils étaient 800. Vous créez des conditions justement pour accueillir ces bien entreprises? sûr, mais aussi, on est aussi en concurrence. Parce que quand on parle de logement, où on veut, il y a des territoires qui devraient avoir plus de logements sociaux, etc. Mais là aussi, les entreprises, quand vous avez par exemple à un moment donné des parcs d'activités qui s'ouvrent dans toute la métropole et que vous retrouvez en concurrence, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit le mieux. Le mieux desservi, etc. Et puis, le coût du terrain. Donc là aussi, quand on parle de logements sociaux, j'aimerais bien aussi qu'on parle d'emploi, de toutes ces zones d'activité qui sont créées, et c'est bien. Mais à un moment donné, le laboratoire Carso, par exemple, il a fait un choix sur 4 sites. Il a choisi Vénissieux. Vous parlez tout à l'heure de Vénissieux a dû faire effectivement, à un moment donné, des négociations pour faciliter aussi un certain nombre de choses. Le fait qu'on soit très bien desservi, parce qu'il y a des choses qui vont très bien aussi à Vénissieux, le fait qu'on soit bien desservi en transport en commun, etc., ça aide. Et puis en infrastructure routière. Vous parliez tout à l'heure de l'État, là on va changer de sujet. Comment vous sentez la population de Vénissieux à l'approche de ces élections présidentielles? Il y a un intérêt ou vous en tant que maire, auprès de vos habitants? Je pense qu'il y a un intérêt parce que les médias sont tous focalisés là-dessus, tout est focalisé. On oublie à un moment donné qu'il y aura d'autres échéances aussi que les présidentielles. Plutôt un espoir alors, plus mais je pense en même temps, ils ont tellement été déçus et que ça fait tellement longtemps qu'ils voient passer de gouvernement en gouvernement, mais finalement ça fait 30 ans qu'il y a de moins en moins d'emplois, que le logement est devenu, c'est la croix et la bannière, etc. Le pouvoir d'achat, vous voyez bien, les impôts. Donc il y a des attentes parce qu'ils aimeraient que ça change. Mais en même temps, je pense qu'ils sont assez fatalistes. Assez déçus. Et en même temps, il faut se dire aussi les choses. Il faut aussi qu'on pose les vrais problèmes. Les médias, les politiques, un État dans une Europe, quel pouvoir il a encore sur ses choix?
Voilà, aussi. Vous parlez plutôt... La politique européenne vous intéresse aussi? La politique européenne a forcément des contraintes, notamment sur la souveraineté. Quand vous voyez par exemple que des peuples ont décidé de certaines choses et que ce n'est pas respecté par leur propre pays parce qu'ils ont des contraintes au niveau européen, les gens, à un moment donné, on va voter un président, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il va falloir qu'on dise aussi quel pouvoir a encore l'Assemblée nationale, quel pouvoir a encore le président de la République sur certains choix, notamment au pouvoir d'achat, en emploi, etc. etc. Vous parlez d'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez être candidate aux prochaines législatives? Oui, je l'ai annoncé. Vous l'avez annoncé? Oui, je l'ai annoncé mercredi. Contre Yves Blin? Oui. Enfin, contre tous les autres. Contre lui et les autres. Aux dernières élections, vous avez échoué au premier tour. Compte tenu de ce que vous dites sur le gouvernement, est-ce que vous serez prête à soutenir un candidat socialiste dans un second tour, dans des élections locales désormais? Alors déjà, je voudrais revenir sur 2012. 2012, la circonscription avait été redécoupée. Donc il y avait la moitié de Saint-Priest qui a été rajoutée, et c'est pas pour rien, je pense. Donc ça a changé la 13e et ça a changé la 14e. Donc à un moment donné, je pense que c'était une vraie volonté à l'époque, et M. Jorin l'avait dénoncé à l'époque. Après, moi, ma question, elle ne se pose pas socialiste, droite, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut combattre l'abstention, il faut avoir à un moment donné porter une alternative à gauche. Voilà. Avec un projet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en France actuellement, et je pense que ces divisions entretenues, ce climat délétère, fait à un moment donné que ça conforte tous les extrêmes, qu'ils soient religieux, politiques, etc. Donc à un moment donné, effectivement, il va falloir, et c'est pour ça que le sens de ma candidature. Vous parlez de la gauche, comment vous voyez, de quel œil vous voyez cette dislocation de la gauche et de la gauche qui n'arrive même pas à s'unir? C'est une chose que vous regrettez ou... Moi, je ne sais pas ce que vous appelez s'unir. Je pense qu'à un moment donné, il faut... moi, je suis pour un candidat au présidentiel, un candidat communiste. Je pense que ça n'a jamais empêché la gauche de gagner, d'avoir plusieurs gauches. Et chaque fois, d'ailleurs, qu'elle a été unie, elle s'est plantée. Mais enfin, ça, c'est encore un autre débat. En 2002, c'était pas tout à fait le cas. 2002, c'est autre chose. Je ne vous parle pas... je vous parle... Moi, de toute façon, je crois à la pluralité. La pluralité n'affaiblit pas? Non, je ne crois pas. Et au plus vous laissez le choix aux gens, au plus à un moment donné, effectivement, ça leur donne un intérêt pour aller voter. Aux dernières élections, le PCF était derrière Jean-Luc Mélenchon dans le cadre du Front de gauche. Là, on voit qu'il y a des dissidents PS qui commencent à partir. Gérard Filoche qui semble plus proche du Front de gauche que du PS. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, c'est autre chose. Mais est-ce que ces candidats-là ne pourraient pas se fédérer au sein d'une même candidature? Moi, je vous ai déjà répondu. Je crois. C'est pas que je le souhaite pas. Moi, je souhaite. Pour gagner, pour l'emporter. Moi, mon but, il est quoi? Il est à un moment donné d'entendre une gauche, d'entendre une vraie gauche, une gauche authentique. À un moment donné, je pense que le Parti communiste a un vrai rôle à jouer dans ce pays, avec des propositions, comme il a su le faire tout au long de son histoire. En même temps, après, il y a des législatives. Les législatives, à un moment donné, honnêtement, quel que soit le gouvernement qui sera à la tête de ce pays, il y aura besoin effectivement d'un groupe communiste à l'Assemblée le plus fort possible pour défendre une autre alternative. Voilà moi pour ce en quoi je crois. Voilà. Donc on a des choses à dire sur l'industrie, on a des choses à dire sur le pouvoir d'achat, on a des choses à dire sur un certain nombre de choses. Et je crois qu'en plus la gauche, et notamment le PS, a appliqué une politique quand même de droite pendant son quinquennat. Donc c'est très compliqué pour les gens. Parce que, effectivement, la loi Macron, la loi El Khomri, etc., c'est quand même pas des grandes avancées progressistes. La situation des gens, comment dire, devenir de pire en pire durant ce quinquennat ou... Ah bah oui, moi je pense que de toute façon on a une pauvreté criante et prégnante depuis qui s'accentue et notamment sur les villes populaires et là encore, au plus la pauvreté s'étend nationalement, les villes populaires en sont le premier réceptacle, c'est comme pour l'emploi. Au plus l'emploi se dégradera de partout, les villes populaires et les villes industrielles en sont les premières touchées.
Très bien. Merci Michel Picard d'être venu dans notre direct. Ben, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Aurélien qui est à la technique aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.